Tous mes respects, le grand maître. Ah, mon grand-père, comment tu vas? Je vais Ça va excellemment bien? bien. Et toi-même? Ça va, hein? Ah, Dieu merci. T'as fini de nous insulter. Moi, j'ai insulté quelqu'un. Maintenant, tu... Attends d'abord. Tu m'as entendu insulter quelqu'un? Ah, bah, non, tu n'as pas insulté, mais j'ai entendu quelqu'un insulter quelqu'un, un Hmm. peuple. C'est pour Non, ça. mais est-ce que quand on Avec, dit... Non, mais attends. Est-ce que quand on dit Modia de quelqu'un, on l'a insulté? hein? Quand tu dis Modia de quelqu'un, est-ce que c'est injure? Ah, non, d'accord. Il Non, n'y a non, pas de non. Non, il problème. faut répondre parce qu'il faut pas me condamner. Non, je ne condamne pas. J'ai entendu, c'est tout. J'ai entendu quelque chose, c'est pour ça que j'ai dit. Je pense que c'était une hallucination. Ah, d'accord, ok. Parce que Maintenant, moi, il fait un peu nuit aussi. parce que moi, je suis un Mandela et moi, je n'aime pas parler. Moi, je provoque personne. C'est les gens qui me provoquent. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas vu J'accepte alors. le Mandela de maman? Hein? Le Mandela, avec le Mandela de maman. Il dit, lui, son nom est sale. Lui, il va laver son nom. Il dit, Babo, faut aller payer bassine qu'on appelle Babo, là. Et puis, tu prends savon noir des femmes sénoufaux, là. Savon là, mousse comme pas permis. Tu vas laver ton nom, là. Plus tu vas laver, là, c'est là, ça va devenir sale. Ouais. Pour laver, non, là, tu n'as pas besoin de faire palabre. Tu reconnais le mal que tu as fait, puis tu demandes pardon, c'est tout. C'est ça. Hein. Non, mais lui, quelqu'un qui ne s'est jamais dit pardon. Non, il saura dire pardon. Ça, je vous l'assure. Ah. Mais est-ce qu'il aura le choix? Il n'aura pas le choix. Il n'a pas dit qu'il veut être sur la liste électorale. Ah, vraiment? On va lui dire d'écrire une lettre. Ouattara, lui, se fatigue pas. Oh. Tu vas tourner là, il va dire, boy, Benjamin, il faut m'écrire une lettre. Et quand ça va passer, je vais pouvoir signer pour qu'on ait tous de nos signatures, pour que demain on ne puisse pas dire que je t'ai serré la gorge pour parler. C'est clair. Lui, il est toujours fatigué. Et on va lui donner Kabakuru. Kabakuru, là, ça va prendre pour laver son nom. Un faux type comme ça. Vieux, non. Là, vraiment, c'est comme on dit, c'est un contre-modèle même, quoi. Ce monsieur-là, vraiment, il nous a foutu dans la merde. Il continue encore ça dit que c'est jusqu'à sa tombe, il va continuer à nous emmerder comme ça. C'est vraiment dommage. Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que Laurent Gbagbo, là, est-ce que c'est difficile d'expliquer aux Ivoiriens que quand il est venu en politique, là, il a gâté l'école des enfants des gens. Tous ceux qui étaient à l'université en 90, là, Laurent Gbagbo a gâté l'école. Il a fait venir année blanche, ce que la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu. Il a manipulé le SINARES, il a manipulé les étudiants. Quand il a fini ça, là, dans les quartiers, là, il a installé les instruments de la violence. Effectivement. Il a pris 1 an sur la vie de tous les Ivoiriens. Première année blanche. Ça n'a pas suffi. Quand ça marchait, là, il a été le premier qui disait dans les rues où il faut être voleur. Et il a apporté l'impolitesse en politique. Après ça, il s'est vu, il dit, comme ça marche bien, là, il a créé guerre civile avec Sorogium. Ils ont pris 10 ans dans la vie des gens. Donc, quand Mère Sali sort pour dire qu'ils ont pris 10 ans dans sa vie, c'est faux. C'est pratiquement 15 ans de sa vie. C'est plus que ça, hein? Et donc là, vivre pendant 15 ans, c'est une grande chance quand tu as la chance de vivre en paix et dans la prospérité. Mais quand tu as arraché ça, et que cet individu lamentable et hideux, affreux, veut revenir encore, on lui dit, bon, tu reviens là-haut. C'est pour venir faire quoi? Non, je reviens parce que je m'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on s'en fout de toi aujourd'hui, on s'en fout de toi demain. Tu n'es rien aujourd'hui, tu ne seras rien demain. Et puis là, on ne t'aime pas. Tu nous dégoûtes. Donc, il faut quitter devant nous. Est-ce que ça, là, c'est difficile à comprendre? Du tout. Voilà ça. Mon grand-oncle, c'est pour ça que nous, vraiment, ces rejetons-là, les rejetons de ce vieux sorcier-là, nous devons les combattre jusqu'au bout. C'est pas une question de haine, c'est une question même de raison de vie. Parce que nous, on n'a pas de haine contre quelqu'un, mais c'est une question de raison de vie. Parce que nous aimons la vie, nous aimons l'ordre, nous aimons la discipline, nous aimons le beau. Nous sommes des enfants
l'homme le plus élégant de Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants de l'homme politique le plus respectueux de Côte d'Ivoire. Nous sommes des enfants de que celui-même, quand il court, quand il pousse un coup de gueule, il demande des excuses d'avoir poussé un coup de gueule. Nous sommes des enfants d'un homme très affable, qui sait ce qu'on appelle le respect, parce qu'il a été éduqué d'un père et d'une mère légitimes. Mais c'est rejetons que ce vieux barbare-là est en train de nous laisser. Ces gens-là, nous devons les combattre. Parce qu'ils n'ont pas été à la bonne école. Ils ont été à l'école de la violence. Ils ont été à l'école de la barbarie, du désordre social. Ils ont été à l'école vraiment de tout ce qui est la haine et la détestation de l'autre. Et ça, nous ne pouvons pas les laisser prospérer. Qu'est-ce que ces personnes-là valent? Qu'est-ce qu'ils valent? Mon grand-oncle, moi je le dis en toute modestie. Même les Koyara là sont mieux que ceux-là. Ceux-mêmes qui sont même au bas de la société. Tu fais fort, tonton. Moi, je n'ai rien dit. Faut pas ils vont aller poser plainte contre moi. Que c'est moi, j'ai permis que tu les insultes. En tout cas, non, il faut parler. Moi, je suis là, j'écoute. Non. De toute façon, c'est entre vous là-bas. C'est entre vous là-bas. Même les Moussa Barayoko là, les Nagi Meïté là, même le buveur de Baranabara là, mais tous ces gens-là, ils sont mieux que ceux-là. Même Mère Blanc aussi. Il faut ajouter dessus. Faut pas avoir peur. Non. Tu es fort. Il faut parler ça. Non. Donc tu connais limite. Non. J'ai dit, il n'y a pas pédale. Il faut dire ça. Il faut dire. Bon, okay. C'est que ça va te coûter là. Tu connais où? Bon, j'ai dit ce que toi tu as dit là. Non, tu as déjà dit ça. Moi, je t'accompagne. Bon, ce que tu as dit là, je valide. Allô? Oui. Mon grand-oncle, je valide ce que tu as dit. Donc, tu insultes Mère Blanc? Non, j'ai répété ce que tu as dit en fait. Ah, mais là, tu as perdu, hein? Mon grand-oncle. En fait, je dis, voyez que les agissements aujourd'hui de Blé-Goûté là. En fait, Blé-Goûté, il essaie de se donner un peu de contenance quand il essaie de répondre au secrétaire exécutif du grand parti, parce que il sent que ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour lui, parce que 2025 qui arrive là, c'est vrai, certes, 2025 ne se fera pas sans lui, certes, mais pas selon lui ce que lui il espère. Pas selon ce que lui il espère. Il va, parce que dans tous les cas, on est en politique, hein, il jouera un rôle. Mais c'est pas le rôle que lui il espère jouer là, il jouera. Voilà. Il faut qu'il sache ça. Le seul rôle qu'il peut jouer là, il sait le seul rôle qu'il peut jouer. Parce que tous ces gens-là, ils sont pas dupes. Hein. C'est des malins. C'est pas des intelligents, mais c'est des malins. Et à la dernière minute là, ils sauront quoi choisir pour eux-mêmes leur survie sociale. Je dirais même pas leur survie en politique. Mais vous savez, c'est dommage que nous soyons dans cette configuration politique-là avec ces gens-là. Parce que, franchement, la Côte d'Ivoire doit changer de cap politique, mais vraiment, c'est-à-dire un virage à 360. Pour éviter que ces mauvais exemples-là ne donnent d'autres mauvais exemples. Vous voyez, aujourd'hui, on a une génération, on a une fédération estudiantine qui va forcément copier auprès de ceux-là. Des gens qui baignent dans l'impunité totale. Dans l'impunité totale. Depuis même l'avènement même de cette malédiction-là en Côte d'Ivoire. Et avec ces rejetons. Mon grand-oncle, la Côte d'Ivoire ne connaît pas ce qu'on appelle la justice, la quiétude. Et tu as fait la remarque, à chaque élection, lui, c'est lui qu'on vole toujours. Lui, il ne vole jamais quelqu'un.
quelqu'un qui est toujours là en train de reprocher quelque chose aux autres, alors qu'on sait que tu n'es pas quelqu'un de clair, tu n'es pas quelqu'un de correct, tu n'es pas quelqu'un de juste, tu n'es pas quelqu'un d'élégant. Paraît-il même que depuis que tu étais petit, même ton ballon là, quand il y avait un match, mais c'est toi qui prenais toujours le ballon pour fuir quand tu perdais. C'est des mauvais perdants. Et c'est des gens qui sont animés et dotés d'une mauvaise foi sans égal. Bon, comment est-ce que ce genre de personnes, on peut essayer de s'en sortir avec eux? La seule façon de le faire, c'est par le respect strict de la justice. Pourquoi dans d'autres pays, on a des présidents qui vont en prison? Pourquoi dans d'autres pays, il y a des présidents qui sont condamnés? Et puis le pays tourne bien. Et puis les institutions continuent de tourner bien. C'est un grand chantier qui attend le président Ouattara. Il faut vraiment qu'il s'appelle à le faire. C'est un homme très intelligent. C'est un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui sait propulser les choses. Sauf que nous, en tant que militants, nous, on veut que les choses soient concrètes. Surtout la justice. Ça, je reviendrai tout le temps dessus parce que c'est un fondamental. C'est le pilier, c'est le fondament pour une société libre et équilibrée. Vous voyez que toutes ces personnes-là continuent de se pavaner, continuent de se donner de la contenance et de l'importance, alors qu'ils ne sont rien. C'est même pas des personnes qui peuvent même diriger même un quartier. Parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas ces valeurs-là en elles, ces personnes-là. Donc du coup, on est là, on fait du ping-pong avec eux, du ping-pong politique. Hein? C'est-à-dire qu'on les met au foie, après, on les utilise quand on a besoin d'eux, on les réchauffe un peu, on leur donne un peu de visibilité, et puis quand on a plus besoin d'eux, voilà, ils se sentent un peu délaissés, ils vont se donner un peu d'importance, aller un peu se cacher pour aller demander un peu de faveur, on les remet sur la sellette, c'est-à-dire on joue avec eux, mais en jouant avec eux, on abuse de la confiance du peuple. On abuse des personnes qui sont vraiment qui veulent qu'il y ait des personnes qui veulent qu'il y ait quelque chose de clair et de correct. Vous voyez? Et ça fait souffrir les militants de base. Ça fait souffrir des personnes, parce que des personnes comme nous autres. Comment est-ce qu'un grand parti comme le RHDP peut s'appuyer sur ces opposants-là pour trouver quoi, alors que vous avez tout à votre sein, en votre sein? Si nos militants même là, et nos cadres font les choses comme ils se doivent, ils n'ont même pas besoin d'une alliance avec quiconque. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Mais il y a le manque de reconnaissance des militants de base. Il y a le manque de reconnaissance, mon grand-oncle. Et ça fait que nous tous, et ces personnes-là sont frustrées. Et ils se sentent comme obligés parfois d'adhérer à un combat pour lequel même ils sont touchés dans lequel même ils sont déçus. Ils sont déçus. C'est vrai, le pays est beau, le président travaille, les voyants sont ouverts, mais il y a toujours ce chagrin-là qui est dans chacun de nous parce qu'il y a un manque de reconnaissance. On me dit oui, mais on ne peut pas, c'est vrai, donner de l'argent à tout le monde. Ce n'est pas ça. Mais quand on voit des criminels patentés, des criminels même, ça dit que Dieu même leur a donné, même Dieu même reconnaît même que c'est des criminels. Et puis ces gens-là, c'est eux qui se pavanent, c'est eux qui se croient tout permis, c'est eux qui, après leur forfaiture, vont venir encore narguer la population, se faire passer pour des enfants de cœur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors que le petit voleur de poulet, tout de suite, il est arrêté, il est jugé, il est emprisonné. Il faut qu'on donne un exemple. Sinon, la justice divine se passera par les populations. Et là, on ne va pas prier. Hein. On ne va pas prier. Ça sera vraiment dans l'état. Et ce qui adviendra, adviendra. Donc vraiment, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie ça. Vous voyez, même si, voilà, que on est en politique, mais vraiment, il faut revoir certaines choses.
qui nous embête, surtout le côté de la justice. Et bon, maintenant, mon grand oncle, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça avant que je continue. Non, je crois que ce que vous dites, je pense que le temps aussi est utile en toute chose pour régler certaines réalités humaines. Et C'est ça. le temps même va faire aussi son effet, même si les hommes ne Ok. prennent pas toute la responsabilité. Mais sachez que déjà avec l'ouverture des consciences et des mentalités, parce qu'aujourd'hui, on trouve tous les produits sur la toile, où quand tu dis quelque chose, les gens te prouvent le contraire sur place. En Et, effet, en effet. et les gens voient tout, et les gens écoutent tout. Et moi, je fais confiance en l'intelligence humaine qui va finir par se désolidariser, se démarquer de ces personnes-là pour faire prévaloir ce qui est juste et correct dans la vie. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, moi, je déplore un peu, faut pas que ces mauvais exemples-là, il y aura forcément certaines personnes qui sont là, tapis dans l'ombre, qui sont en train de regarder la trajectoire politique des Blé Goudé et des Soro. Voilà. Non, mais ils le font juste pour Qui sont les personnes ils le font juste pour leurs intérêts particuliers, mais face à tout un groupe d'humains, ils sont trop minoritaires, ils ne peuvent pas prospérer. C'est clair, c'est clair. Vraiment que Dieu t'entende, on espère vraiment que les gens vont comprendre que la solution, c'est le travail. La solution, c'est vraiment, c'est la quiétude sociale, c'est la cohésion sociale. Et puis, vous savez, il faut vraiment bannir toute idée de tribalisme dans l'esprit de ces gens-là. Dans l'esprit de ces gens. Moi aussi, j'ai un conseil à donner à une personne comme Blé Goudé. C'est vraiment d'amener ses frères là. Si vraiment il a encore une conscience et il a encore des ambitions politiques vraiment il a envie de faire de la politique, il faut qu'il fasse de la politique autrement. Voilà. Et il faut qu'il fasse une tournée je dirais même pas son passion, dans sa région d'origine, et qu'il essaie d'aller faire comprendre aux populations que, voilà, la politique, ils se sont trompés. Ce qu'ils ont fait, c'était pas de la politique, et vraiment le tribalisme, l'ethnicisme, et surtout l'idée de l'illusion suprémaciste qu'ils ont en eux, faut qu'ils bannissent ça dans leur comportement. Parce que c'est des gens, j'ai l'impression que je ne vais pas faire l'amalgame, mais je parle spécialement de ce monsieur-là. C'est des gens qui croient que, en fait, leurs illusions et leurs lubies sont une réalité en soi. Et ce qui n'est pas le cas du tout. En gros, c'est ce que j'aimerais dire là-dessus. Et pour continuer, mon grand-oncle, j'aimerais parler de mon frère Sondiata, que je salue au passage, en a parlé, concernant la situation au niveau de l'électricité et selon les conditions climatiques qu'il y a aujourd'hui. Bon, il y a quand même les prix au niveau de l'électricité sont un peu élevés. Moi, j'interpelle ici nos responsables de la construction et de l'urbanisme, qui est M. Bruno Nabanier, le beau-fils chéri de notre père, notre président, comment on dit, le beau des beaux. Le plus beau garçon de sa maman. Je te jure. Non, c'est une manière de passer un semphono. Mais faut attendre, je vais dire. Non, c'est pas arrivé vers là-bas pour l'instant. Non. Si tu veux là, il est même le plus bel homme de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, j'ai insulté quelqu'un? Non, sois sérieux. Hein. Est-ce que je l'ai insulté? J'ai dit, il est le plus beau enfant de sa famille. Est-ce que ça là, il n'aime pas ça? Ah, en tout cas. Voilà. Donc, je n'ai pas insulté. Donc là, ce que j'ai dit là, j'ai flatté son ego. Donc, je n'ai rien dit de grave. Non, mais moi, je parlais plutôt de sa fonction, mon grand-oncle. Non, moi, je fais ça pour plaisanter. Tu es rentré là, c'est pas bon. Non, mais de toute façon, là, ils sont venus vous insulter ici, hein. Donc, c'est pas contre moi. Moi, je n'ai fait que dire ce que j'ai à dire. Et je n'ai pas insulté quelqu'un. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, mon grand-oncle, je pense que vraiment, il faut qu'on essaye vraiment de revoir même le plan de l'urbanisme de la Côte d'Ivoire, de la ville d'Abidjan pour commencer. La ville d'Abidjan
est conçu sans plan d'urbanisme, sans plan architectural. C'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai qu'on peut dire, bon, moi, le réchauffement climatique, je pense que je l'ai déjà dit, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Mais je pense que le plan d'Abidjan n'est pas fait en fonction d'une architecture urbaine. Au niveau même, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé l'urbanisme d'Abidjan. Ça avait été fait au temps de Houphouët-Boigny, dans les années 70 jusqu'à 80, ça avait été fait. Quand on voit, par exemple, il y a des habitations à Cocody, quand je parle de Cocody, au niveau de Saint-Jean, tout et tout, vers la maison du PDCI RTA, c'était des plans qui étaient vraiment bien tracés, tout et tout. On voit que dans des endroits où il y a eu un plan d'urbanisme bien conçu, bien réfléchi, ces endroits-là, il y a moins d'inondations, il y a pas d'inondation. Et même quand il fait chaud, il y a une certaine température qui est moindre que les autres endroits. Parce que simplement, il y a eu un plan d'urbanisme et qui a été respecté. Mais depuis les années fin 80, début 90, avec l'urbanisme sauvage et galopant, où tous ceux qui ont l'argent ont pu se procurer une parcelle et construire un peu de façon anarchique, on a vu ce que ça donnait. C'est en cela que moi j'interpelle le ministre de l'Intérieur et vraiment toutes nos autorités qui sont dans ce domaine-là, de revoir vraiment cela. Vous savez, il y a des zones où on ne peut pas construire plus de R+3. Mais c'est en fonction de même de comment il s'appelle, de la densité du sol, de la capacité du sol à résister comment il s'appelle, au poids du béton, au poids des poules. Au poids, vous voyez, quand tu prends une zone comme Abassam, il y a certaines limites de R+1 ou de R+2. Il y a des endroits où on ne peut pas faire des R+5 parce que c'est un sol qui est très, comment on dit ça, qui est beaucoup humidifié. Et il y a beaucoup de remblayage dans ces zones-là. Il y a des techniques de construction qu'on peut faire, par exemple, une zone comme Bassam, qu'on ne peut pas faire, par exemple, ailleurs. Vous voyez? Et tout ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles il faut pas jouer. Il faut que comment il s'appelle, nos responsables techniques de l'urbanisme pensent d'abord au bien-être des populations que de penser au bien-être de leur poche. Parce qu'il s'agit aussi de l'avenir du pays et quand on construit pas pour 20 ans. On construit pour minimum 100 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on trouve des maisons dans des endroits où ces maisons-là sont encore bien. Mais toutes les nouvelles constructions qu'on fait, on n'entend que des écroulements, parce qu'il n'y a aucun plan directeur, aucun plan d'urbanisme qui est, comment il s'appelle, respecté. Concernant les parpaings qu'on utilise dans la construction, mais ces parpaings-là ne sont pas forcément le matériau le plus adéquat face à la résistance et face à comment on dit ça, face à la chaleur. C'est-à-dire, il y a des techniques qu'on appelle le BTCS, c'est-à-dire le béton, les briques, comment on dit, ça m'échappe un peu. Les briques comprimées, excuse-moi, j'ai un peu. Alors, c'est les briques de terre comprimées et stabilisées. Voilà, BTC, BTCS, briques de terre comprimées et stabilisées. C'est les briques qui sont faites avec la terre qu'on creuse environ, ça dépend un peu des zones. Ça peut être à une profondeur de 10 à 15 mètres pour retrouver un sol un peu argileux et travailler à laquelle on peut rajouter moins de 10% de ciment avec du sable. Et puis, on a des briques, ces BTCS-là, qui sont des briques comprimées, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle généralement le géobéton, mais qui donnent en fait, ça permet au climat d'être vraiment cool, quoi. C'est-à-dire qu'on a
on a une fraîcheur à l'intérieur des pièces et ça repousse bien la chaleur. Et c'est des choses qu'on doit quand même essayer, c'est des matériaux qu'on doit vraiment développer. On doit développer. Et on ne doit pas vraiment chercher forcément à utiliser le ciment partout, le béton partout. Il y a des techniques aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui utilisent ça, il y a des architectes qui utilisent cela et qui permettent aujourd'hui aux gens de vivre vraiment bien. Et ça évite, ça diminue même au niveau même de la consommation énergétique. Si une maison avec des briques de ciment, on a par exemple, on va dire, quand il fait très chaud, 30, 30 degrés Celsius à l'intérieur de la maison. Mais grâce à ces BTCS-là, il y a quand même une différence de plus de 5 à 10 degrés de baisse des températures. Je pense que c'est quand même, ça permet aussi d'économiser aussi au niveau de la consommation électrique. Il y a aussi des techniques de construction en fonction de l'orientation du vent, en fonction de l'orientation de la lumière. Comment recevoir de la lumière, tout ça, c'est des choses qu'on doit appliquer. On ne peut pas construire parce que, oui, on a besoin forcément de vivre dans une grande ville et on construit de façon anarchique. Lorsque les agents de l'urbanisme viennent, on leur donne un peu d'argent, comme eux aussi, c'est des gens qui ont toujours faim, c'est des grands corrompus. Et ils acceptent cela et on voit tout et n'importe quoi. Ça ne peut pas marcher. Après, on se retrouve même à construire même si des canalisations d'eau, si des endroits où l'eau passe. Et après, ça crée vraiment, en saison pluvieuse, ça crée des grands dégâts. Et on construit même les promoteurs immobiliers, ils construisent, ils prévoient dans leur cahier des charges, ils prévoient des voiries, ils prévoient des canalisations, tout ça. Mais une fois qu'ils ont le marché, ils font ce qu'ils veulent. Il suffit juste que quand les contrôleurs, les inspecteurs viennent, on les arrose avec un peu de pied de banque et puis ils ferment les yeux dessus. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ce ministère-là attend pour normaliser les choses? On a vu les actions un peu de Maman Bulldozer quand elle était à ce ministère-là. Les choses ont bougé. Mais le beau de beau, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il ne faut pas penser qu'à l'argent, il faut penser aussi au bien-être des gens. Aujourd'hui, là, tous ces gens-là viennent à Paris. Ils voient comment, avec le baron Haussmann, comment Paris a été conçu. Mais regardez les images de Paris au début du XXe siècle et fin 19e, depuis XXe siècle. C'est-à-dire entre fin 1800 et début 1900. Paris, c'était vraiment des taudis, il n'y avait pas de tracé, il n'y avait rien. Mais ils se sont assis, ils ont dessiné Paris, et ce qu'ils ont dessiné, c'est ce qu'ils ont appliqué. Vous voyez, mais on ne peut pas en même temps chercher à construire Abidjan et puis favoriser aussi l'anarchie dans certains endroits. Vous savez, il y a certains endroits d'Abidjan, on doit faire que des duplex. C'est-à-dire des réductions, des R+1, des villas duplex. Mais les gens, ils font les promotions immobilières. Dès que les gens rentrent dedans, ils passent tout dans des sols sablonneux. Ils se permettent de faire des R+4, R+5. Alors que le sol sur lequel c'est fait n'est pas fait pour cela. Quand on creuse, c'est que du sable. Le sol, soit c'est du sable, soit c'est un sol argileux. Mais tout ça, on accepte. Et on attend qu'il y ait maintenant une catastrophe où il y a des morts pour sortir là, pour maintenant se mettre devant la télé pour dire non, on a fait ci, on a fait ça. Et ça, on a été voir telle personne. Mais c'est archi faux. Donc vraiment, il faut que nos responsables vraiment ne soient pas des responsables vraiment en pacotille, mais des vrais responsables qui ont la conscience du rôle qui leur a été assigné par le président Ouattara. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Il faut aussi, en période de grande chaleur,
Normalement, quand on construit, il faut de la végétation. Il faut de la végétation. Il faut crier, il faut faire du planting d'arbres. Il faut mettre des arbres fruitiers. Il faut mettre des arbres ombrageux. Il faut aussi, à travers cela, créer un étang. Faire même un lac artificiel. C'est très important. Parce qu'en période de chaleur, cet endroit-là vient rafraîchir un peu les zones. Mais tout ça, c'est des plans qu'on crée seulement sur papier. Mais dès que le projet commence, tous ces endroits-là sont après comment il s'appelle, lotis pour les revendre. Donc, moi, personnellement, j'ai été victime de ça dans un endroit d'Abidjan où il y avait une route principale et une route secondaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a appris les gens la CIE. Ils sont venus, dès qu'ils ont levé un poteau net, seulement la route secondaire a été lotie. En moins de 2 semaines, ils ont mis des gens là-bas. Vous voyez? Et quand on va aux impôts, les impôts nous disent que non, ce lotissement-là n'est pas sur leur plan. Et quand on les invite à venir voir, jamais ils se déplacent pour venir voir. Vous voyez? Et c'est des choses comme ça en vie. Et ça, c'est un danger qui va un jour éclater. Parce que cet endroit-là a été laissé simplement pour une bonne raison. Donc, vous voyez, on voit, il y a trop d'anarchie. Trop d'anarchie. Et vous savez, une ville qui étouffe, c'est une ville qui n'est pas agréable à vivre. Une ville qui étouffe, c'est une ville qui n'a de nom que ville. Mais la ville, c'est aussi l'espace dans lequel un être humain doit être épanoui. Voyez, avant l'avènement du président Ouattara, voyez comment Abidjan était en train de se ghettoiser. Il y avait des maquis partout. Il y avait des lieux de culte partout. Même sur les routes, on ne pouvait même pas circuler avec les voitures. Ça s'est ghettoisé. Alors que quand c'est comme ça joue même sur l'esprit des habitants qui y vivent. Ça devient un peu comme des favelas. Ça devient un peu comme les villes du Rio. Et ça crée vraiment d'insécurité à travers l'avènement de tout ce qui est malsain. C'est-à-dire c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la prostitution. Et dans ces bruits-là, on a des enfants qui vont à l'école, mais déjà on imagine quel sera leur avenir. Un enfant qui est en train d'étudier, il entend bruit des musiques découpées, décalées, qu'est-ce qu'il va retenir? Donc vraiment, ne pensons pas qu'à l'argent, pensons aussi au bien-être. Moi, j'aime bien Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro, c'est une ville où vraiment le président Houphouët-Boigny a été très, très, très visionnaire. Il a vraiment, quand je suis à Yamoussoukro, je suis très, très content, très à l'aise, parce que je sens qu'il y a, en tout cas, quelque chose de bien qui a été fait. Et depuis le temps de Houphouët-Boigny, les routes sont larges, il y a de l'espace, il y a des constructions vraiment architecturales qui font que vraiment les architectes ont réfléchi, ils ont fait quelque chose de beau et on se retrouve, on est bien. Il y a une certaine paisibilité, mais tout ça, ça ne s'est pas fait avec de la forêt, ça s'est fait avec l'intelligence et avec un esprit de vraiment de créer quelque chose de bien pour les gens. Quand on est dans un cadre bien, on évolue pour un environnement sain, on évolue forcément bien. Mais lorsque le passage même des routes même devient même un marché parallèle et que nos mamans vendeuses là se mettent sur les routes, les voitures même ne peuvent pas passer. Tu arrives dans un coin comme à Niamey, c'est rempli de... Mais c'est pas joli. C'est pas joli. Il faut vraiment que le travail soit fait. Je compte sur le ministre-gouverneur Bakongo, un homme vraiment de terrain à qui nous faisons confiance pour que vraiment les choses soient réunies à leur place et que le plan directeur de la construction d'Abidjan, le plan d'urbanisme d'Abidjan soit vraiment respecté. Et ça, c'est très, très, très important. Donc voilà, en fait, maintenant, je voulais aussi parler aussi de nos amis de l'AES. Non, c'est même pas nos amis, nos adversaires de l'AES. Je pense qu'ils sont vraiment ceux-là,
moi, parfois, j'ai honte, quoi. J'ai vraiment honte d'entendre ce jeune homme-là, Ibrahim Traoré, sorti de sa fantasmagorie habituelle à raconter tout et n'importe quoi. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui est surpris aujourd'hui de se retrouver là où il est. Et puis, je pense qu'ils sont en train de faire une grave erreur. Donc, la Syrie, aujourd'hui, malgré le fait que les Russes sont en Syrie, les Américains font ce qu'ils veulent là-bas, les Israéliens font ce qu'ils veulent là-bas. Rappelez-vous, il n'y a même pas encore 2 semaines de cela, lorsque l'aviation israélienne, l'aviation israélienne qui a bombardé le consul de l'Iran en Syrie. Je pense que rien que ça doit amener les États en souffrance à réfléchir un peu sur leur avenir. Parce que quand on est une gazelle, on n'est pas un lion. Quand on est une gazelle, on reste une gazelle. Et on prend conscience de son état de gazelle et on essaye de trouver une protection auprès de ceux qui peuvent nous protéger. Ça, c'est la loi de la nature qui veut ça. Lorsque je vois les Nigériens, l'un des pays les plus pauvres au monde, qui se permet de fermer la porte aux Américains, je pense qu'il faut qu'ils sortent un peu de leur rêve. La vie, là, ce n'est pas un rêve. La vie, ce n'est pas un jeu. Quand on est responsable, quand on a la responsabilité de tout un État, de toute une population, on ne prend pas de décisions suicidaires. Il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir de la stratégie. Il faut avoir de l'humilité. Il faut aussi avoir de la connaissance. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui, vraiment, comme on dit, quand tu n'as pas l'argent, que tu as la connaissance, faut dire Dieu merci parce que Dieu t'a tout donné. Parce que celui qui a l'argent là, il viendra voir celui qui a la connaissance là pour pouvoir gérer son argent. C'est très important. Quand on connaît le monde, quand on sait comment le monde fonctionne, on ne peut jamais renvoyer les Américains. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir qu'on aura toujours besoin d'eux. Parce que c'est l'un des pays, sinon le pays le plus phare de cette planète Terre. Ça, on n'est pas dans des états d'émotion. On est dans la réalité, dans du vrai. On est dans la raison pure. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas se passer de leur connaissance. On ne peut pas se passer de leur technologie. On ne peut pas se passer. Si la grande Chine ne se passe pas des Américains, c'est pas vous des pays, même je veux dire, les 98% même du monde même ne savent même pas ce que c'est que le Niger. Donc il faut vraiment savoir un peu raison garder et avoir un peu d'humilité. N'essayez pas de faire plaisir à vos concitoyens qui ne demandent pas ça. Ils demandent juste à vivre en paix, dans la sécurité et à pouvoir s'en sortir. Vous ne pouvez, même ce que vous avez sous votre sous-sol, vous ne pouvez même pas exploiter ça. Ça, c'est déjà bien. Votre fierté que vous avez, on est souverain, on a ci, on a ça, on a ci, on a ça. Vous ne pouvez même pas exploiter ça. Vous ne savez même pas comment on exploite ça. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Parce que vous n'avez pas les moyens de votre souveraineté. Soyez humble. La vie, là, on évolue étape par étape. On évolue grade par grade. Quand on est au 0, on fait tout pour être au 1. Petit à petit, on atteint le 10e étage. Mais tu ne peux pas te retrouver au sous-sol et puis, en claquant tes doigts, te retrouver au 10e étage. Ce n'est pas possible. Donc, ayez un peu d'humilité et puis surtout, apprenez. Parce que jusqu'à présent, là, vous n'êtes pas dans une posture qui vous arrange. Vous croyez que si les Américains viennent vous bombarder, là, c'est les Russes qui vont venir vous défendre. Pourquoi les Russes, quand ils sont venus, n'ont tracé jusqu'à preuve de contraire, à moins que je me trompe, en tout cas, il me semble que les Russes n'ont pas encore
mis en place une coopération économique avec ces pays-là. C'est toujours des coopérations militaires, toujours des coopérations de défense, toujours des coopérations d'armement, pour juste, et ils se mettent toujours dans des endroits où il y a des mines. Mais réfléchissez un peu, vous êtes en train simplement de vous condamner. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous êtes très mal parti. Parce que la base de toute chose, c'est la connaissance du monde. La base de toute chose, c'est de vous rapprocher de ceux qui ont des connexions avec ces gens. Toi, tu n'as pas de connexion. Et toi, tu vas appeler partout. Mais tu vas appeler avec quoi? C'est des étapes. Bon, en fait, chacun voit midi à sa porte. Et puis j'espère que vraiment, ils vont comprendre que le monde ne marche pas selon leur volonté. Mais il y a une directive à suivre. Quand on regarde la plupart des pays africains, tous ces noms qu'on a là, mais c'est des noms qui nous ont été imposés par le colon, qu'on le veuille ou pas. Reconnaître qu'on est petit n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est déjà prendre conscience de son état. En fonction de ça, on peut maintenant savoir comment évoluer dans la vie. Bon, je reconnais que je suis petit, je reconnais que l'autre est fort. Mais c'est vraiment, ils sont en train de mettre notre continent en danger à travers leur comportement hasardeux. Et comme c'est des gens qui savent qu'ils ne peuvent rien faire, et tu l'as si bien dit, mon grand-oncle, il faut créer l'ennemi parfait. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, je n'arrive pas même à m'occuper de mes enfants, c'est mon voisin, c'est la faute de mon voisin. Mais ça, là, ça ne peut pas durer longtemps. Nous, on a vu l'autre, l'impénitent, l'oncle de mon grand-oncle. Vous êtes de la même région à mon grand-oncle. C'est ton oncle. C'était toujours les Occidentaux. D'après Alassane Ouattara, c'était le président des étrangers. Alassane Ouattara, c'était le président de la communauté internationale. Il a tout dit. Mais vers la fin, c'est fini comment? C'est fini comment? Vous voyez? Donc, ça, là, la propagande, là, ça dure un moment, mais après, dans tous les cas, ce qui compte pour la population, c'est manger. Ce qui compte pour la population, c'est la sécurité. J'ai dit toujours aux Maliens avec qui je fais des débats, je dis, mais écoutez, vous ne pouvez pas réfléchir un peu. Je dis, vous dites que vous avez des militaires à la tête de vos pouvoirs. Et comment ça se fait que c'est vous qui avez les militaires, des hommes en armes qui sont prêts à toujours marcher avec leurs armes à la ceinture. Mais c'est vous toujours vous êtes attaqués. Et nous qui avons un président civil là, on n'est pas attaqués. Vous ne pouvez pas réfléchir un peu. Bon, je n'ai jamais eu de réponse concrète quand je dis ça. La guerre là, c'est quelque chose de très sérieux pour la confier qu'aux militaires. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut qu'on comprenne que derrière la guerre, il y a les négociations économiques, il y a la politique internationale, il y a la géopolitique, il y a la stratégie. Mon grand-oncle, bon, ça, ce domaine-là, tu es l'expert dedans. Je te laisse là. Mais je veux simplement dire que tout ne peut pas se régler par l'armement. L'armement, même la plupart du temps, c'est fait pour de la dissuasion. C'est fait pour de la dissuasion. On achète l'armement pour préparer la paix et non pour faire la guerre. C'est de la dissuasion. Pour que l'ennemi, là, il sache que, attention, je ne vais pas m'en prendre à celui-là parce que je sais qu'il a ci, il a ci, il a ci, il a ça. Parce qu'avant de s'engager là, dans un combat, là, on fait ses recherches, on fait une enquête. On envoie ses espions pour venir voir un peu, pour tâter un peu le terrain. Bon, je pense que dernièrement, ils ont tâté le terrain. Je pense que ça les a vraiment pas un peu, ça les a beaucoup dissuadés. Quand je vois le petit gamin là qui sort là, qui raconte n'importe quoi. Mais ça ne peut pas marcher longtemps. Ibrahim Traoré, tu es en train de te fatiguer. Ta propagande là, ça aura une limite.
Et c'est en train de voir sa limite. Parce que vous êtes tellement dans le mensonge qu'à un moment donné, la population va forcément se rendre compte. Donc, vraiment, ressaisissez-vous. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin forcément de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Parce que nous, on a des dirigeants responsables qui sont sûrs de leur fait et qui travaillent pour leur population sans chercher à rentrer dans de la propagande inutile. Et moi, j'aime beaucoup le président Ouattara pour ça. Aujourd'hui, il peut s'asseoir aujourd'hui tous les dimanches devant la télé comme Chavez le faisait, à partir de 10h jusqu'à 17h, faire un discours, parler de son bilan, faire lui-même sa propre propagande, nous appeler pour qu'on fasse son culte de personnalité. Mais il n'a même pas ce temps. Il n'a pas le temps. Je pense que c'est lui qui a tout compris. Il faut travailler, il faut laisser les actes et les actions que je pose parler à ma place. Aujourd'hui, tout le monde est content qu'on a réussi à faire une très belle table. Voilà, encore, on a eu la reconnaissance même du président de la CAF, Moussébé, qui a dit que c'était la CAF la mieux organisée de l'histoire du foot africain. C'est une fierté. Voilà, encore, la Côte d'Ivoire s'est portée candidate pour pouvoir recevoir le trophée des champions de la France. C'est des effets positifs. C'est des effets qui marquent les esprits. C'est des effets qui montrent que la Côte d'Ivoire est de retour et la Côte d'Ivoire est en train de confirmer qu'elle a à sa tête des grands hommes, des grands dirigeants. Et pour finir mon grand temps, j'aimerais parler du supercalculateur. Quelque chose, bon, je pense que les détails techniques ont été donnés par mon frère Foudado, que j'ai salué au passage. Je pense que à travers cette action-là, le président vraiment Ouattara, il y a cette action et la prise de part dans le capital de la Banque européenne d'investissement et de développement. À travers ces deux actions, le président est en train de décomplexer l'homme africain. Il est en train de montrer que les Africains peuvent compter sur leurs dirigeants. Et il est en train de montrer que cette action qu'il pose, il met aussi sur objectif et sur orbite que c'est la connaissance qui doit primer surtout, le savoir qui doit primer surtout. Et qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est là, les Africains ne doivent avoir aucun complexe face au rendez-vous du donner et du recevoir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où toutes les cartes sont rebattues à travers l'Internet, à travers les nouvelles connaissances, et qu'on peut compter sur lui. Parce qu'il sait comment tisser les relations. Il sait comment prévoir aussi l'avenir du pays. Il sait comment aussi donner une ligne directe, une ligne de conduite à suivre pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour ceux qui veulent vraiment s'associer à nous pour pouvoir avancer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire dans la paix, dans la justice et dans l'amour de leur prochain. Mon grand-oncle, si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Les sujets ont été variés et très bien exploités. On ne pourra que vous dire merci. Merci de tout ce que vous avez développé, en espérant que les uns et les autres vont en tirer toujours profit. Parce que c'est ça aussi la force de cette plateforme-là, évoquer tous les sujets. Et vous les avez déjà tellement bien évoqués qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter. On va simplement vous dire vraiment merci. Et vous souhaitez aussi une excellente soirée avec tout le bonheur que cela comporte. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Bon, il faut dire au Koyaga là que, bon, ils n'ont qu'à se revoir, quoi. Parce que. Par rapport à quoi? Non, ils n'ont qu'à se revoir parce que c'est eux qui ont, Koyaga, Maouka, c'est eux qui nous ont donné l'une de nos sœurs à Sioplou. Donc, ils sont devenus les beaux-parents de Sioplou. Ils n'ont qu'à se revoir. Il n'y a pas de problème. Allez, bonne soirée, je reste à l'écoute. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille.
Merci beaucoup, mon grand. Pareillement aussi. Merci beaucoup.